Il est 8h36, merci d'être avec nous. Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. C'est une première pour vous. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes secrétaire d'État à la cohésion des territoires, chargé du logement, entre autres. Bien, nous allons parler logement, évidemment, avec toutes ces mesures annoncées par le gouvernement sur le logement. Mais avant de détailler ces mesures, je voudrais parler de la loi travail, manifestation, rassemblement aujourd'hui. La démocratie, ce n'est pas la rue. Non, Monsieur Bourdin, évidemment, la démocratie est le fondement même de toutes les actions et de tous les actes que nous pouvons mener. Après, il faut être lucide. Le gouvernement, le président de la République ont été clairs depuis le premier jour. Vous savez, Monsieur Bourdin, moi j'ai fait toute la campagne présidentielle. Oui. Au premier jour de la campagne présidentielle, nous avons dit que nous ferons la réforme du Code du travail. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, le président de la République l'a dit. Les Français ont voté pour le programme du président de la République. Les Français ensuite ont voté pour les députés de la République En Marche qui portaient en leur sein toute la réforme du Code du travail. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a une vraie question de légitimité. Effectivement, les Français ont voté pour faire cette réforme du Code du travail. Oui, enfin, une partie des Français. Mais alors, Julien de Normandie, est-ce que ça veut dire que ces manifestations sont organisées pour rendre le président de la République illégitime ? Ce qui est sûr, c'est que les Français nous ont donné le mandat pour mener cette réforme du Code du travail. Nous irons jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Quelle irons, que soit la mobilisation. Nous irons jusqu'au bout. Mais vous savez, Oui. si j'osais, je vous dirais que j'ai un scoop ce matin. Allez-y. Vous savez que 90% des Français n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon. 90% des Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, le gouvernement, les députés de la République En Marche ont été élus sur différentes convictions, dont une conviction qui était de libérer et de protéger le cadre du travail. Libérer le Code du travail, ce sont les ordonnances travail que le gouvernement prendra demain en Conseil des ministres. Protéger les travailleurs, c'est fondamental. C'est toute la réforme de la formation professionnelle, de l'assurance chômage qui commence dans les prochains jours. Donc oui, le gouvernement ira jusqu'au bout. Encore une fois, le président de la République, les députés ont toujours été clairs depuis le premier jour. Cette réforme du Code du travail, c'est l'un des socles. Donc il est illégitime d'aller contester cette réforme dans la rue. Bien entendu, il n'est pas illégitime, mais le droit à manifester est un droit fondamental. Le président de la République est le premier à le respecter dans son entièreté. Après, il est important également de prendre un peu de recul et de se rappeler que le président de la République a été clair depuis le premier jour, lorsqu'il était candidat. Cette réforme du Code du travail, nous faisons ce que nous avons dit et nous le ferons jusqu'au bout. Bien, Julien de Normandie, 470 000 logements construits en 2016. Combien en 2017? Vous avez des chiffres? Non, nous n'avons pas encore les chiffres. Ce sera plus? Nous devrions être sur un même ordre de grandeur. On n'a pas encore les chiffres. Entre 450 000 et 500 000 logements. C'est bien. C'est très bien, c'est très comme bien. Chiffre. C'est très bien et ce sont des chiffres que nous n'avons pas vus depuis à peu près 10 ans. La dernière fois où une production était aux alentours de 400 000, c'était en 2008. Mais vous environ. souhaitez qu'on construise plus? Il faut construire plus, évidemment, Monsieur Bourdin. Il faut construire plus, et je dirais même, il faut construire plus, mieux et moins cher. C'est ça l'enjeu. Plus, mieux et moins cher. Et d'abord, il faut des terrains pour construire plus. Vous êtes bien d'accord? Alors vous proposez la vente de terrains en zone tendue. Et vous proposez des facilités fiscales. Exactement. Mais, vous voyez, ça, c'est une vraie transformation. Le système, quel est-il aujourd'hui? Ça fait à peu près 40 ans qu'on a créé un système, excusez-moi l'expression, mais qui est un système un peu dingue. C'est-à-dire que d'un côté, on a les Français, tous ceux qui nous écoutent, qui ont besoin de plus de logements de meilleure qualité et de logements moins chers. Bien évidemment, pour faire plus de logements, il faut que vous ayez plus de terrain. Et de l'autre côté, depuis 40 ans, on a créé un système fiscal qui dit aux propriétaires de ces terrains, écoutez, plus vous gardez votre terrain, moins vous payerez d'impôts sur la plus-value de ces terrains. C'est-à-dire, plus vous gardez votre terrain, moins vous payerez d'impôts. Ça fait 40 ans. Donc vous renversez le système, abattements fiscaux sur les plus-values, 100% pour la vente de terrains permettant de construire du logement social, exactement. 85% pour le logement intermédiaire et 70% pour le logement libre. C'est cela. C'est exactement ça. Sauf que le Conseil constitutionnel risque un peu de... Non, pas du tout, parce que ce qu'on dit, on fait un véritable choc. On dit à tous les propriétaires
tous les propriétaires qui disposent de terrains dans les zones tendues, c'est-à-dire... Tout le monde est concerné. Dès que les terrains sont dans des zones tendues, c'est-à-dire des zones où on a besoin... Les grandes métropoles, exactement, par exemple. Et donc on leur dit, si vous concluez un acte de vente pour construire plus sur votre terrain avant la fin de l'année 2020, alors vous aurez cet abattement fiscal exceptionnel. Encore une fois, c'est renverser ce système ubuesque qui a été créé depuis des décennies et que personne n'a remis en cause. Ça, c'est une vraie transformation pour créer un véritable choc. Julien de Normandie. Autre mesure, les prêts à taux zéro, le fameux PTZ, qui s'adresse aux ménages accédant à la propriété, ainsi que le dispositif Pinel, reconduction pour 4 ans, mais uniquement sur les zones tendues. Là encore, les grandes métropoles, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la frontière avec la Suisse, ça, ce sont les zones tendues. Oui, sauf que 6 PTZ sur 10 permettent d'acheter dans les zones qui ne sont pas tendues. Il faut qu'on soit très précis dessus. Deux éléments. Le premier élément, dans tous ces dispositifs, quand vous êtes un constructeur, un aménageur, ce qui vous importe, c'est d'avoir de la visibilité, d'avoir une vision sur le long terme. Qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, tous ces dispositifs, ils devaient s'arrêter au 31 décembre 2017. Tout devait s'arrêter. Nous, on dit non seulement on les reconduit, mais en plus on les reconduit sur 4 ans. C'est la première fois qu'on donne une telle visibilité aux acteurs. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens d'anticiper, de se dire effectivement je vais mener mes projets, parce qu'il ne faut pas se leurrer, construire ça prend du temps. Oui, mais je suis un jeune ménage dans une petite commune, j'ai besoin d'un PTZ, alors, un prêt à taux zéro. Le deuxième élément important, c'est que ce PTZ à taux zéro, il reste valable, on le reconduit dans les zones que vous appelez détendues, c'est-à-dire dans les zones où on a moins, dès lors qu'il s'agit de l'acquisition d'immeubles, de logements anciens. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans les centres-bourgs ? Alors pour l'ancien, on a le droit à ce prêt à taux zéro. Exactement. Et pourquoi c'est important ? Parce que à quoi fait face aujourd'hui le centre-bourg de nos villes ? On voit une dégradation du bâti ancien. Vous voyez tous ces centres-bourgs, tous ceux qui nous écoutent et qui vivent dans ces centres-bourgs le savent bien. On voit un centre-ville qui décline, on voit des logements qui sont de moins en moins de bonne qualité. Et donc il faut réorienter nos dispositifs là où ils sont le plus utiles. Et donc le PTZ, il restera valide dans ces zones-là pour 4 ans, dès lors qu'on fera de l'acquisition dans l'ancien. Bien, parlons des loyers maintenant. Les loyers pour les jeunes, les étudiants et les jeunes actifs. Alors là, vous avez annoncé une mesure. 60 000 logements seront construits pour les étudiants, 20 000 pour les jeunes actifs sur le quinquennat. Vous mettez en place un bail de 1 an à 10 mois à 1 an, c'est ça ? De 1 mois à 10 mois. De 1 mois à 10 mois, exactement. Voilà. Aucun dépôt de garantie. Exactement. On est bien d'accord. Exactement. Ça s'adresse à qui ? Uniquement aux jeunes et aux jeunes actifs ou à tout le monde ? Non, ça s'adresse à tous ceux qui ont besoin parce qu'ils sont en formation professionnelle. Ils habitent à Paris, ils ont une formation professionnelle à Marseille, ils habitent à Saint-Nazaire, ils doivent avoir une formation à Nantes. Ça s'adresse à toutes celles et ceux qui ont besoin d'un logement de courte durée, de 1 mois à 10 mois. Mais pourquoi on fait ça ? La stratégie logement que j'ai présenté hier avec Jacques Mézard, elle vise à une chose, à apporter des solutions concrètes à tous les gens. Les étudiants, on sait bien aujourd'hui que la politique du logement... Il n'y a pas des limites d'âge, il n'y a pas des limites... Non, chaque salarié qui est en mobilité, par exemple, qui change de boulot, qui change de ville, va pouvoir bénéficier de ce bail. Bien entendu. Tous ceux, on apporte des solutions à tous les gens. Les étudiants que vous avez évoqués, aujourd'hui, il faut pas se mentir, il y a un manque de logements étudiants. On en construira 60 000 et 20 000 pour les jeunes actifs. Les gens en formation professionnelle, ceux qui ont besoin parce que ils vont vivre quelques mois dans une autre ville. Aujourd'hui, ils étaient exclus du marché de la location. Le dépôt de garantie, qui est souvent 1 mois, parfois 2 mois, c'est une vraie barrière à l'entrée. Donc pas de dépôt de garantie. Pas de dépôt de garantie. Un nouveau bail, en quelque sorte. Oui, mais moi je suis propriétaire. Quelle garantie j'ai, moi, propriétaire? Figurez-vous, Monsieur Bourdin, que je me suis posé la même question. Oui, j'imagine. À chaque fois qu'on fait... En cas de dégradation, par exemple. Exactement. À chaque fois que nous avons mis en place ces mesures, cela résulte d'une grande consultation qu'on a fait avec les Français, que ce soit des locataires, que ce soit des propriétaires. À chaque fois, il faut se mettre à la place des utilisateurs. Bien d'accord, alors mettez-vous à la place. Je me mets à la place du propriétaire. Ce qu'on dit, c'est que d'un côté, il n'aura plus le dépôt de garantie, et de l'autre côté, on a développé une garantie avec une entité qui s'appelle Action Logement. On a développé une garantie qui garantira le propriétaire de 2 choses. 1, du non-paiement, ce qui est une forme d'assurance, quoi. Une forme d'assurance, qui est une garantie assez classique. Et 2, parce que vous avez raison, de la remise en état des lieux. Et qui paiera ?
cette entité qui s'appelle Action Logement, pour faire très simple, qu'est-ce que c'est ? C'est l'entité qui collecte ce qu'on appelle le 1% logement. Oui. Aujourd'hui, quand vous êtes un salarié, un actif, vous c'est contribuez... le 1% logement qui garantira la remise en état du logement et l'impayé. Et pour être très précis, l'État participera également à ce mécanisme dès lors qu'il s'agira d'un étudiant, pour être très précis. Bien, les APL maintenant, parce que ça fait débat. Hein. C'est le sujet clé de votre... Enfin, le sujet très contesté. Les APL, vous confirmez, dès le 1er octobre, les APL touchés par 6,5 millions de ménages vont baisser, donc de 5 €. Exactement. Baisse aussi de 5 € en 2018 ? Alors, 1er octobre, la baisse est de 5 €. En 2018, nous ne ferons aucune baisse supplémentaire. Aucune. Non, mais supplémentaire, mais vous reconduisez cette baisse de 5 €? On ne réaugmentera pas. Si votre question est de savoir, est-ce qu'on réaugmentera de 5 € les APL en 2018 ? Non. Les APL diminueront au 1er octobre de 5 €. Ensuite... et en 2018, il n'y aura aucune autre baisse. Il y aura une nouvelle baisse de 5 €? Non, je vous le confirme, il n'y aura pas. C'est juste sur cette année. 2017, ça diminue de 5 €. Oui. 2018, il n'y aura pas de nouvelle baisse. Il n'y aura pas de nouvelle baisse. C'est-à-dire que l'APL restera la même. Exactement. Celle que vous touchez au 1er octobre 2017 sera reconduite. Qu'est-ce qu'on fait sur les APL ? Oui. Parce que au premier jour où ces critiques sur cette réforme et cette baisse de 5 € que je comprends pleinement. On a dit en même temps... Une connerie, a dit le président de la République, c'est vrai ça ? En tout cas, je n'étais pas là. S'il l'a prononcé, je n'étais pas là. Enfin, il ne doit plus le prononcer. On sait bien qu'une politique de rabot n'est pas une bonne politique. On le sait bien. Au premier jour... Pourquoi la faites-vous alors ? Mais parce que cette décision, elle avait été... Si c'est pas une bonne politique. Parce que cette décision, Monsieur Bourdin, vous le savez très bien, elle avait été décidée par nos prédécesseurs. Elle était nécessaire pour... rendre viable... C'est une bonne politique décidée par vos prédécesseurs. C'est toujours une bonne politique puisque vous la maintenez, vous la gardez. Non, nous avons mis en œuvre ce qui avait été décidé précédemment. C'est une bonne politique. Non, ce n'est pas une bonne politique. Une bonne politique. C'est quoi la bonne politique ? C'est celle que nous allons faire maintenant. Non, mais d'accord. Mais pourquoi, si c'est pas une bonne politique, vous maintenez cette baisse ? Parce que, Monsieur Bourdin, l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que l'ensemble des APL puissent être versés. Aujourd'hui, les APL, c'est 18 milliards d'euros. Oui, d'accord. C'était 14 milliards d'euros il y a quelques années. Vous êtes dans l'obligation de faire en sorte, c'est notre souhait, c'est notre responsabilité de faire en sorte que le dispositif il reste viable. Vous avez raison de rappeler qu'il y a cette baisse, mais au premier jour où cette baisse a été annoncée, nous avons dit que nous ferons une réforme en profondeur des APL. Oui. C'est celle que j'ai présentée hier avec Jacques Mézard. C'est quoi ? Les APL, c'est pas un problème. Le problème fondamental, ce sont le niveau des loyers. Pourquoi les APL sont aussi élevés aujourd'hui ? Parce que les loyers sont trop élevés. Alors comment allez-vous faire baisser les loyers ? Je prends d'abord le parc social. Oui. Et ensuite, je parlerai des autres loyers. Le parc social. Vous dites, on va diminuer les APL, 50 €, 60 €, et on va parallèlement diminuer les loyers. Oui. Tout le monde conteste. Tout le monde associatif conteste votre mesure. Avec quand même des arguments, non ? Mais parce que je pense que les gens, et je suis ravi que vous m'ayez invité ce matin pour pouvoir l'expliquer clairement, je pense que les gens n'ont pas compris quelle était la réforme que nous faisons. Nous diminuons pas les APL avec une diminution des loyers en face. Ce que nous faisons, c'est que nous disons aux bailleurs sociaux, vous savez, l'État, les collectivités, la Caisse des dépôts, nous sommes ceux qui finançons les bailleurs sociaux. On les finance. Oui. Et donc on dit aux bailleurs sociaux, puisque nous vous finançons, nous allons améliorer vos conditions de financement. Nous allons donc au final vous donner plus d'argent. Chaque mois, vous aurez plus d'argent parce que les conditions de financement que nous vous proposons seront meilleures. Mais ce que nous leur demandons, c'est que cet argent supplémentaire qu'ils vont gagner, parce que nous leur amélioreront leurs conditions de financement. Mais je dis bien de l'argent supplémentaire qu'ils vont gagner. Au lieu de les garder pour vous, cet argent, on vous demande de le répercuter en baisse de loyer. Donc, au lieu de garder pour vous l'argent supplémentaire qu'on vous donne, on vous demande de la répercuter en baisse de loyer. Et c'est cette baisse de loyer, à la fin, qui fait diminuer les APL. Vous voyez, c'est un schéma schéma où il n'y a pas de perdant. C'est vrai ce que dit la Cour des comptes, que les HLM ont 30 milliards d'euros de trésorerie. Alors, c'est vrai, ça ? Non, je pense que le chiffre est exagéré. Ah bon ? La Cour des comptes exagérait les... En tout cas, moi, mon appréciation, c'est qu'il n'y a
peut-être pas autant. Et, et vous savez, les HLM, c'est pas une entité, c'est 750 entités différentes. Certaines ont de la trésorerie de manière significative, d'autres en ont moins. Mais j'insiste sur un point, Monsieur Bourdin. La réforme des appels que nous faisons, c'est une réforme où il n'y a pas de perdant. Aucun locataire ne perdra 1 euro de plus, premièrement. Et deuxièmement, les bailleurs sociaux, ne nous leur prélevons pas d'argent, nous leur demandons de répercuter le gain supplémentaire que nous leur donnons en une baisse des loyers. Ça, c'est le premier axe de la réforme. Et j'insiste sur un deuxième axe de la réforme des appels. Aujourd'hui, quand vous calculez le montant des appels, on le calcule sur le montant de vos revenus d'il y a 2 ans. On va changer ça. On va calculer le montant de vos appels en fonction de vos besoins réels, c'est-à-dire de vos revenus du moment présent. Mais c'est plus de sécurité pour quelqu'un qui, il y a 2 ans, avait un travail et aujourd'hui est au chômage. Et c'est aussi plus d'équité pour quelqu'un qui, il y a 2 ans, était au chômage et aujourd'hui a un travail. Et vous voyez, une réforme, donc juste, efficace, où il n'y a pas de perdant, eh ben cette réforme-là, ça fait économiser 1 milliard d'euros. Bien, vous incitez aussi à la vente des logements, 2 logements sociaux à leurs occupants. Exactement. Alors, il y a un risque, hein, parce que ce sont les logements les mieux situés qui seront vendus. Vous le savez bien, Julien de Normandie. Il y a ce risque, il existe ce risque. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on propose ? On dit, aujourd'hui, sur un parc social où il y a à peu près 4,5 millions de ménages, vous avez 8000 ventes par an. 8000. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est absolument rien. Et donc on dit, toutes celles et ceux qui souhaitent pouvoir acquérir un logement social, parce qu'ils habitent dedans et que, avec leur progression de revenus, ils souhaitent l'acquérir. Ben, nous disons, nous allons faciliter le dispositif pour pouvoir faire cette acquisition. Mais les gens qui veulent acquérir leur logement, c'est pas en fonction de votre appréciation, de la mienne, pour savoir s'il est bien situé ou pas. C'est en fonction de leur cadre de vie, de là où ils habitent. C'est eux qui décideront. C'est eux qui diront, bah oui, moi je suis très intéressé à pouvoir acquérir mon logement. Pourquoi c'est intéressant que d'autres puissent acquérir leur logement ? Tout simplement parce que vous savez que quand un bailleur social vend un logement, eh ben, il en construit 2 ou 3. Julien de Normandie, pour les loyers dans le privé, dans le parc privé, comment faites-vous pour les faire baisser, ces loyers ? Il faut construire plus et il faut construire moins cher. Il faut construire plus et moins cher. Comment on construit plus et moins cher ? C'est le choc de l'offre que j'ai présenté hier avec Jacques Mézard. Premièrement, le choc sur le foncier, dont on a parlé. Deuxièmement, les normes. Les normes, aujourd'hui, le code de la construction, c'est 2600 pages. 2600 pages. Vous avez... normes environnementales, normes pour les handicapés, vous touchez à ça ? Alors, je vais expliquer précisément. On atteint toujours le même résultat. En revanche, ce qu'on dit, c'est que le moyen pour parvenir à ce résultat, il faut laisser libre cours à l'innovation, il faut laisser libre cours à ceux dont c'est le métier. Aujourd'hui, le code de la construction, il vous dit par exemple, c'est véridique, allez vérifier, il vous dit si vous avez un couloir de 20 mètres carrés, eh ben vous devez mettre 10 mètres carrés de tel matériel, selon telle spécificité, partout sur le couloir, partout. Peu importe si votre couloir c'est du rez-de-chaussée ou si c'est au 6e étage de votre immeuble. Nous, ce qu'on dit, c'est que ces normes, il faut faire là aussi un véritable choc. Donc, pause sur toutes les normes techniques pendant le quinquennat. Pause sur toutes les normes pendant le quinquennat. Toutes techniques, sauf sécurité ou normes déjà votées. Dernier quinquennat. Pause sur les normes environnementales, donc sur les normes pour les handicapés, pendant tout le quinquennat. Ça suffit. Handicapés, j'y viens juste après. Très vite. Environnemental, ça a déjà été voté. Oui. Voilà. Pause de toutes ces normes. Dernier quinquennat, c'est 90 textes réglementaires qui sont passés. Sur les handicapés, on a travaillé énormément, et je les salue, les associations des personnes en situation de handicap, notamment l'APF. Aujourd'hui, quand vous construisez un logement collectif, 100% des appartements doivent être adaptés, c'est-à-dire disponibles pour une personne en situation de handicap. Suite aux discussions avec ces associations, nous sommes convenus de la chose suivante. Nous allons faire 100% de ces logements dits évolutifs. Ça veut dire que il peut être transformé du jour au lendemain en un logement totalement accessible pour une personne handicapée. Et deuxièmement, c'est des logements qui peuvent être visités par des personnes en situation de handicap. Très concrètement, l'entrée, le salon, les sanitaires seront accessibles. Pas la douche, mais vous savez, un appartement de 65 mètres carrés, une douche, si vous ne mettez pas une douche adaptée pour une personne en situation de handicap, c'est 5 mètres carrés supplémentaires de superficie pour les gens qui y habitent. J'ai une dernière chose très vite. Si je suis en CDD ou en intérim, pour louer un appartement, c'est très difficile en France.
Comment arranger cela? Mais vous avez raison, la politique du logement aujourd'hui, elle est discriminante. Vous avez raison. Oui, elle est discriminante. Elle est discriminante. C'est pour ça que le bail mobilité que j'évoquais apporte des solutions. Mais c'est pour ça aussi que nous avons annoncé hier et nous développons encore plus un système de garantie. Cette garantie, elle s'appelle la garantie Visale. Elle vise quoi? Elle vise à dire à toutes celles et ceux qui ont la nécessité d'avoir un logement, vous pouvez utiliser cette garantie vis-à-vis de votre propriétaire contre les risques de défaut de paiement. Donc ce système de garantie, nous l'avons annoncé hier, nous le renforçons pour justement répondre à cette question-là. Mais vous avez raison, notre stratégie logement, elle est partie de ce constat-là. On apporte des solutions aux gens, c'est ça qui nous importe. Bien, merci Julien de Normandie, 8h56. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous.